Bonjour à tous et bienvenue sur La Tribune. La crise sanitaire provoquée par le coronavirus a frappé de plein fouet des pans entiers de l'économie. Alors comment gérer son cash et se financer quand on est une start-up? Faut-il continuer d'investir dans des projets au long cours ou au contraire patienter? Comment réorganiser le travail en interne? Ce sont les questions auxquelles les entreprises et start-up ont dû répondre rapidement pour assurer leur survie. Pour vous livrer leur témoignage aujourd'hui, je suis accompagnée d'Audrey Soussan, investisseuse pour le fonds Ventec, et 3 PDG et fondateurs de start-up, Thomas Devino de Louis Design, Younes Lazrak de Sifor Diagnostic et Xavier Zetoun de ZenChef. Merci à vous 4 d'être présents aujourd'hui. Xavier Zetoun, votre exemple est peut-être le plus emblématique de ce que beaucoup d'entreprises ont subi pendant le confinement. Vous proposez une plateforme de réservation de restaurants et donc du jour au lendemain, avec l'annonce du confinement, plus de restaurants, donc plus de réservations. À ce moment-là, qu'est-ce que vous vous dites? On ferme la porte pendant 2 mois et on verra ce qui se passe Alors surtout pas. Immédiatement, déjà on a essayé de sauver notre entreprise donc, grâce à toutes les aides proposées par l'État. Donc ça a été d'abord la priorité. Et ensuite on a pensé à nos clients. Et on a vu que pendant le confinement, ils avaient besoin de rester en contact, donc les restaurateurs avec les clients des restaurants, et de développer des nouvelles offres comme la vente à emporter, comme la livraison. Et donc oui, il n'y avait aucune réservation, on est passé à 0 du jour au lendemain. Et donc immédiatement, on a lancé des développements au niveau de notre produit pour aider les restaurateurs à développer ces nouvelles activités et diversifier leurs sources de revenus et être prêts pour la reprise, puisqu'on a lancé donc, le click and collect pendant le confinement. Et au moment de la reprise, on a lancé toute la partie menus digitaux qui vont aider les restaurateurs. Sur les tables. On retrouve dans beaucoup de restaurants aujourd'hui pour remplacer le menu papier qui est propice à une propagation du virus. Et justement, vous nous parlez du click and collect et menus digitaux. Est-ce que c'est des produits auxquels vous aviez déjà réfléchi avant le confinement, mais dont vous n'aviez pas spécialement eu le temps de développer, ou c'était vraiment une question d'opportunité pendant la crise? On y pensait vaguement, mais ce n'était pas dans la roadmap de cette année, clairement. Donc on a vraiment mis ça en priorité. Toute l'équipe tech s'est mise à travailler là-dessus du jour au lendemain et a abandonné la roadmap qui était prévue initialement. Et voilà, et en fait, au bout de 2 mois, on a sorti un produit vraiment très efficace qui répond aux besoins de nos milliers de restaurateurs utilisateurs de ZenChef. Thomas Devino, je crois que vous avez un cas un petit peu similaire. Vous proposez du mobilier de bureau Made in France personnalisable. Et donc, avant le confinement, vous étiez dans une phase de maturation où vous aviez des gros projets en cours, notamment à l'échelle européenne, mais qui ont été mis en pause. Et Exactement. vous tentez une première fois de limiter la casse en proposant des bureaux personnels pour le télétravail. Et je crois que la demande n'a pas été au rendez-vous. Comment vous avez réagi ensuite suite à ça? Exactement. En fait, on a, comme tous les Français, on a été nous aussi contraints à faire du télétravail, alors qu'on n'en faisait pas du tout. En plus, nous, on est sur 2 sites différents, et on a une équipe de production, donc qui n'est pas du tout adaptée à du télétravail. Donc, il a fallu réagir vite, et en fait, on s'est mis directement dans la peau de nos clients. Nous, notre mission, en fait, c'est d'aider les RH à mieux recruter, à garder leur talent, à mieux travailler, à aider les office managers à tuer les réunionites. Et du coup, vu les gens sont partis chez eux, il leur fallait transmettre cette notion de mieux travailler à la maison. Et donc tout le monde a une maison, mais tout le monde n'a pas un bureau, n'a pas un espace dédié pour ça. Et vous avez les enfants, vous avez tout ça, et vous êtes à Paris, il y a encore moins de place. Donc on a pensé tout de suite à adapter notre produit, qui était de faire un bureau simple, qui pouvait se customiser, s'adapter à n'importe quel espace de votre maison, pour que vous puissiez travailler dans de bonnes conditions. Mais comme le confinement a été reporté par 2 semaines, les gens n'ont pas forcément voulu investir ou ont préféré attendre. Donc on a lancé ce produit et au bout de 2 semaines, on a vu qu'il n'y avait pas tellement d'attente. Par contre, on s'est directement projeté sur la reprise qui était annoncée sur mi-mai avec des séparateurs anti-Covid, mais adaptés au bureau. En plexiglas. En polycarbonate, ouais. Ce qu'on voit à la pharmacie ou à la caisse, on s'est dit, OK, on ne veut pas juste laisser les gens acheter les mêmes choses parce que votre bureau, ce n'est pas la poste, ce n'est pas une pharmacie. Et donc, réfléchir aux problématiques de comment je fais pour faire des réunions, pour mieux travailler, etc. Et donc, on a lancé Vauban, donc un séparateur en polycarbonate anti-Covid qui s'adapte à n'importe quelle configuration. Et vous pouvez configurer en ligne de manière hyper efficace et l'avoir en 72 heures chez vous, quoi. Et là, du coup, ce sont vos clients qui ont commandé des séparateurs ou vous avez aussi un peu élargi votre cœur de cible? En fait, nous, nos clients, c'est quasiment que des aménageurs, donc qui travaillent avec des corpos, des PME, des startups. Et eux, à leur échelle, ils avaient des besoins différents. Donc effectivement, on a des mairies qui sont devenus nos utilisateurs, qui avant n'achetaient pas de bureau, mais qui avaient besoin d'être équipés en séparateur, comme des corpos comme Air Liquide ou GRDF qui avaient besoin de séparateurs pour leur bureau.
Audrey Souzan, vous êtes investisseuse au fonds Ventec. Quelles ont été vos premières actions pour accompagner les startups ? Disons que ça s'est passé un peu en 2 étapes. La première étape, ça a été vraiment de comprendre que pour faire face à la crise, il allait falloir vraiment contrôler le cash de manière très très fine. Et donc du coup, la première réaction, ça a été, comme l'a évoqué Xavier au début de la table ronde, ça a été de vraiment regarder quels étaient les besoins de cash des entrepreneurs dans notre portefeuille et comment faire pour le plus possible se laisser un runway maximum, donc avoir le plus de cash disponible possible sur les prochains mois, sans couper toute l'activité et sans faire des pas en arrière sur la croissance qui avait été déjà établie. Donc la première des choses qu'on a faites, c'est de revoir les budgets des sociétés pour l'année en anticipant la potentielle baisse d'activité, ce qui n'était pas toujours facile. Donc en anticipant la top line, essayer de trouver des reports de charges ou de couper dans les coûts pour pouvoir conserver un maximum de cash tout en regardant comment optimiser les aides publiques. Donc évidemment le chômage partiel et évidemment les PGE, prêts garantis d'État. Donc on a beaucoup travaillé là-dessus avec les sociétés de notre portefeuille, les aider à mettre ça en place. Et puis la deuxième étape, ça a été, pour le coup un peu ce que tu mentionnais toi, de réfléchir à comment être agile en fait, comment adapter sa proposition de valeur, comment vraiment profiter quelque part de la crise ou essayer d'en tirer profit plutôt que de la subir. Et donc soit dans un très court terme, donc se dire est-ce qu'il y a des petits pivots à faire qui nous permettent d'adresser des petites opportunités qui nous permettent d'adresser des problèmes, ou comment on peut faire pour que post-crise, au moment de la relance, on soit les mieux positionnés dans le marché pour reprendre la reprise le mieux possible, quoi. C'est un peu ça les 2 étapes majeures qu'il y a eu dans le portefeuille. Et vous me disiez justement, un de vos conseils, c'est à la fois, vous l'avez mentionné, savoir être opportuniste dans le court terme, mais aussi savoir redevenir stratégique et penser long terme. Pourquoi est-ce primordial pour les startups de savoir gérer ces 2 temporalités ? En fait, une entreprise, c'est vraiment du long terme. Je pense que les gens autour de la table le savent très bien. Il y a des petits quick wins. On est content d'avoir fait une levée de fonds, on est content d'avoir gagné un client, mais on sait que c'est de l'endurance en fait de gérer une société. Et donc, il faut vraiment avoir la vision en tête et le cap. Et donc, il ne faut pas se laisser emporter par des petits pivots court-termistes qui permettraient de effectivement gagner des petites opportunités à court terme si elles mettent en danger la vision long terme de la société. Donc c'est là toute la complexité d'un entrepreneur, c'est savoir gérer ce court terme et ce long terme. Et puis là-dedans, au travers de tout ça, il y a le cash. C'est que s'il n'y a plus de cash dans la société, la survie de la société est en danger. Donc il y a un vrai besoin de savoir bien adapter le cash. Donc pas trop investir, à mon avis, dans ce qu'on appelle les quick wins, les petites opportunités court terme qui vont permettre de effectivement pas trop affaiblir la croissance cette année, qui vont permettre de continuer l'activité malgré le contexte, mais qui pourraient mettre en péril des investissements futurs dans du cœur business qui pourrait revenir plus ou moins rapidement selon les activités bien sûr. Mais voilà, il ne faudrait pas dépenser trop d'argent dans du court terme qu'on n'aurait plus pour du long terme. Donc c'est là toute la difficulté des entrepreneurs, je pense. De bien doser les 2. Exactement. Younes Lazrak, vous avez créé une start-up C4 Diagnostic qui est spécialisée dans la détection de maladies infectieuses. Et donc, vous décidez pendant le confinement de vous attaquer au coronavirus. Plutôt boom d'activité, mais vous vous heurtez à une nouvelle difficulté qui est la pénurie de réactifs. Comment vous avez géré justement cette crise ? Il faut savoir qu'au départ, nous n'avions pas prévu de nous lancer sur le coronavirus. On avait très légèrement anticipé, puisque c'est un peu quand même notre métier de travailler sur les maladies infectieuses, donc on avait préparé justement la mise au chômage partiel de nos salariés, en maintenant une petite activité, mais vraiment en faisant très attention, réduite, etc. Et effectivement, on a été sollicité et on a répondu très vite pour participer à l'effort public. Et nous avons beaucoup travaillé avec le bataillon des marins-pompiers de Marseille pour mettre en place ces tests environnementaux. Et la petite histoire, c'est qu'ils m'ont appelé en disant Younes, j'ai besoin pour hier d'une solution de test Covid-19, je te laisse jusqu'à demain, est-ce que tu peux faire ça ? Oui, bien sûr. C'est ça, oui, bien sûr. En temps normal, ça nous aurait pris 6 mois. Grosso modo, en fait, nous, on était sur la bactériologie et pas sur la virologie. Et en fait, on a dit, OK, on va essayer de le faire. On s'est mis en réseau avec d'autres acteurs qui ont participé à l'effort et on a réussi à être à peu près opérationnel en 12 jours. Par contre, effectivement, on a été opérationnel, on avait
le personnel, on avait le laboratoire, on avait les machines qu'on a empruntées au CNRS, à droite à gauche, mais on n'avait pas de quoi fonctionner, pas d'écouvillons, pas de tests, etc. Et là, ça a été effectivement un gros effort finalement. Ce qui a vraiment fait la différence entre nous et d'autres sociétés, c'est cette capacité à improviser des lignes logistiques absolument improbables. On s'est fourni en Corée, on s'est fourni en Chine, on s'est fourni en France beaucoup, parce qu'effectivement tout ce qu'on avait l'habitude de sourcer en Allemagne, aux États-Unis ne nous parvenait plus, c'était réquisitionné, frontières fermées, etc. Et donc on a entre guillemets bricolé, mais en réussissant à trouver toutes ces solutions-ci et à les qualifier toutes pour obtenir les résultats qu'on souhaitait. Et justement, dans la stratégie de votre start-up, est-ce que ça vous a amené à repenser votre réseau de fournisseurs pour l'avenir ? Complètement. En fait, il y a certains partenaires historiques avec qui on continue à travailler. Il faut savoir, et tout à l'heure vous parliez du fait de ne pas se focaliser que sur les quick wins, mais aussi de continuer à travailler sur le long terme. Nous travaillons sur un projet à long terme qui rentre en industrialisation, qui est rentré en industrialisation la semaine dernière. Nous avions jusqu'à présent prévu de travailler soit avec un partenaire américain, soit un partenaire anglais. Le partenaire est un partenaire français à peu près de 100 km de chez nous. Beaucoup plus simple pour interagir. Plus proche, plus simple. Voilà. Ce qui nous a permis de les auditer malgré, on va dire, la distanciation sociale, etc. et de pouvoir travailler avec eux. Et donc aujourd'hui, on va dire à qualité égale et quand on a des alternatives, on va privilégier justement ce qui ne risque pas d'être coupé en termes d'approvisionnement. Donc européen plutôt qu'extramarin et français plutôt qu'européen. Thomas Devino, je crois que pour vous aussi, ça a été l'occasion justement d'agrandir votre réseau de distributeurs. Absolument, et vraiment, c'était exactement ce qui a été dit sur la philosophie de... On n'a pas voulu créer un produit qu'on allait jeter à la poubelle ou qu'on n'allait pas s'en servir après. C'était vraiment de se dire, ok, comment on peut réagir par opportunité et en faire un levier pour après. Effectivement, avant, on était distribué par 5 aménageurs en France et on est passé en 2 mois à 30. On avait prévu initialement de prendre 1 an et quasiment. Et en fait, on a profité d'être hyper efficace sur les besoins qu'ils avaient, qui étaient les séparateurs. Et en fait, d'arriver directement avec des solutions business, puisqu'on leur ramenait des clients et une solution. Et c'est comme ça qu'on a réussi à couvrir, passer de 5 distributeurs à 30 en 2 mois en France. Ouais. Vous avez tous lancé de nouveaux produits au cours de la période. Vous avez tous aussi levé des fonds quelques mois ou quelques semaines juste avant le confinement. Et pourtant, vous avez tous recouru aussi aux prêts garantis par l'État. C'était une question de survie pour vous ? Xavier Zetoun, peut-être ? Alors nous, la société est rentable depuis l'année dernière, donc on n'avait pas de besoin de cash avant le confinement et on n'était pas en levée de fonds non plus. Oui, on a eu besoin du PGE pour absorber les pertes liées au confinement et à la fermeture des restaurants. Donc nous, on n'a pas facturé de clients pendant presque 3 mois. Le PGE nous a permis d'absorber ces pertes-là et maintenant de continuer avec des finances qui restent saines malgré la crise. Younes Azrak. Nous avions un peu la même démarche. On avait levé juste auparavant, mais nous n'étions pas rentables. Par contre, effectivement, l'accroissement de l'activité, d'un côté, a généré des besoins de cash. Il faut savoir que beaucoup de nos clients, puisque nous travaillons sur la partie environnement, ce sont des collectivités, du territorial, du public. Les délais de paiement théoriques sont à 2 mois. Il y a certaines factures datant du mois d'avril qui ne sont toujours pas réglées. Donc effectivement, un gros besoin de trésorerie associé à cela. Par ailleurs, on a dû absorber un certain nombre de pertes. Nous étions en fin d'essai clinique pour lancer notre premier produit. Tout le premier lot commercial était déjà fabriqué. Il est très probable qu'on n'arrivera pas à le commercialiser avant qu'il ait dépassé sa date limite d'utilisation. Donc il y a un certain nombre de choses qui ont fait qu'on a préféré avoir cette sécurité, d'avoir finalement un amortisseur en termes de cash. C'est un prêt qu'il faudra rembourser, mais qui nous permet de voir revenir avec plus de sérénité. Sachant aussi qu'à l'époque, c'était très difficile de se projeter. Est-ce que la crise serait de courte durée, de longue durée ? Comment ça va reprendre ? Voilà. Est-ce qu'il y aurait un rebond tel que celui qu'on voit aujourd'hui ou pas ? Donc effectivement, on préfère avoir une sécurité d'un point de vue cash. Audrey Soussan, on l'a vu, les activités start-up peuvent être perturbées avec parfois des prévisions revues à la baisse. Si une start-up a un besoin urgent de trésorerie, est-ce que c'est le bon moment pour lever ? Alors c'est une très bonne question. En fait,
Ernst Young et France Digital viennent de sortir le baromètre du capital risque qui montre ce qui s'est passé, l'activité des levées de fonds au premier semestre de l'année. Et donc qui montre qu'on est flat par rapport à l'année dernière. Donc il n'y a pas eu de baisse fondamentale, mais il n'y a pas eu de hausse non plus, alors qu'on est sur une tendance à la hausse. C'est assez formidable en France parce que quand on compare avec nos voisins anglais et allemands, eux, ils ont eu des fortes baisses dans les levées de fonds. Par contre, moi, je voudrais quand même alerter sur le fait que c'est un peu, pour moi, l'éléphant qui cache la forêt, parce que derrière ce chiffre-là de 2,7 milliards levés sur 360 opérations, en fait, on ne voit pas que ces levées de fonds, elles ont beaucoup été drivées par des macro levées de fonds, donc des levées de fonds de plus de 100 millions d'euros, ce qu'on appelle le gross capital, donc ce sont les grosses levées de fonds. Et donc en fait, ça a été fortement boosté au premier semestre de l'année, et donc ça cache une réduction intense des levées de fonds plus modestes pour des sociétés qui sont un petit peu moins matures et qui auraient besoin de lever des séries A, série B. Premier et second tour de financement. Et donc du coup, c'est vrai que ce qu'on constate sur le premier semestre, c'est qu'il y a une baisse de ces petites levées de fonds. Et donc du coup, on peut se poser la question pourquoi ? Est-ce que c'est parce que les startups sont pas allées, ces startups-là sont pas allées dans le marché parce qu'elles voulaient pas montrer des chiffres en baisse, ou est-ce que c'est parce que les fonds d'investissement se sont concentrés sur leur propre portefeuille, soutenir leur propre portefeuille, et ont du mal aussi à interpréter des chiffres pendant une période aussi compliquée que celle-là. Et donc du coup, je pense qu'il y a une vraie question, une vraie interrogation sur est-ce que l'activité du financement va reprendre de manière intense ou pas. Donc une société aujourd'hui qui chercherait à lever des fonds, il faut qu'elle se pose plusieurs questions. Déjà, elle se demande est-ce que j'ai de quoi lever des fonds ? Est-ce que mon activité, elle peut intéresser des VC aujourd'hui ? Et il y a un vrai problème, c'est que certaines sociétés ne peuvent plus montrer des très gros taux de croissance, alors que dans le passé, c'est-à-dire dans l'ancien monde pré-Covid, on était quand même habitués, les investisseurs demandaient des forts taux de croissance, et d'autres KPIs comme celui de la rentabilité étaient moins regardés que celui de la croissance. Malheureusement ou non, je ne sais pas, mais en tout cas, c'était un peu l'état du marché. Et donc là, il va y avoir une évolution du marché vers probablement d'autres KPIs, mais voilà, une société qui cherche à lever aujourd'hui, il faut aussi qu'elle se pose la question du timing, c'est que tout le monde se retrouve dans la même situation où beaucoup de sociétés ont fait appel à des PGE, beaucoup de sociétés vont donc devoir les rembourser fin de l'année, début de l'année prochaine, et donc on va se retrouver début d'année prochaine avec beaucoup de sociétés qui vont vouloir lever en même temps, avoir besoin de lever en même temps. Et donc il y a une vraie question de se dire est-ce que ça vaut le coup de lever en même temps que tout le monde, ou est-ce qu'il ne faut pas que soit j'essaye de conserver autant de cash que possible pour laisser passer cette période qui va être compliquée, me démontrer que sur 2021 je suis capable de retrouver un petit peu de croissance et retourner sur le marché du financement fin de l'année 2021, quand déjà je dirais le pic des levées de fonds, des sociétés en levée de fonds sera un petit peu passé, et que l'activité aura redémarré et que la société pourra remontrer des KPIs intéressantes, ou est-ce que vraiment c'est une société qui a besoin de ce cash très rapidement et qui n'a pas d'autre choix à faire que d'aller tout de suite sur le marché, auquel cas il n'y a pas que des sociétés qui ont souffert de la crise. Dans notre portefeuille chez Ventec, on voit des sociétés qui au contraire ont été très positivement impactées par la crise et qui auraient tout intérêt à aller dans le marché des levées de fonds maintenant pour montrer des beaucoup plus forts taux de croissance que ce qui avait été anticipé. Mais là, c'est vrai que c'est un marché très, je dirais, dichotomique, quoi. Il y a des sociétés qui ont profité très positivement et donc qui sont très recherchées par les investisseurs, qui sont dans des secteurs qu'on connaît, qui s'appuient sur les nouveaux comportements comme le télétravail, la e-santé, etc. Et à côté de ça, il y a des sociétés qui ont été impactées négativement et qui doivent remontrer des taux de croissance un peu plus élevés, ou en tout cas un retour à la normale pour pouvoir convaincre. Et donc du coup, pour les startups, si elles souhaitent lever en ce moment, ça demande plus d'anticipation que d'habitude ? En fait, il y a tellement d'incertitudes sur ce marché actuel. Oui, le plus tôt le mieux. Il faut se préparer le plus en amont, parce que c'est encore compliqué d'anticiper la manière dont ce marché va évoluer. Ouais. Younes Lazraq, vous aviez levé 2,3 millions d'euros en décembre et vous souhaitiez réaliser une nouvelle levée de fonds pour votre internationalisation. Vous vous posez la question de reporter la levée de fonds, pourquoi ? Pour deux raisons. La première, vous l'avez très bien dit, c'est ce côté incertitude dans lequel nous sommes. Est-ce que les investisseurs ne seront pas plus frileux, etc.
Par ailleurs, malgré tout, même si nous avons continué à travailler sur nos projets historiques qui sont notre cœur de métier, au-delà des sympathiques wins liés au Covid-19, nous avons pris du retard par rapport à nos KPI, donc on sera forcément décalé. Et c'est vrai que une levée de fonds, c'est un jeu de séduction. Il faut arriver le plus paré, le plus séduisant possible. Et effectivement, aujourd'hui, on se dit, on a éventuellement un petit peu plus de cash, notamment parce que nous avons généré pas mal de chiffres d'affaires. Derrière, de dire, est-ce qu'il sera pertinent de tenir notre planning initial de mi-2021 ou plutôt de reporter à fin 2021 ou début 2022 ? Alors, c'est des questions qui sont stratégiques. On discute avec nos investisseurs historiques, notre board. Aujourd'hui, il n'y a pas de décision prise, mais clairement, on se pose la question de décaler de 6 à 9 mois nos prévisionnels par rapport à ça. Audrey Soussan, vous parliez d'un changement possible de paradigme entre la croissance et la rentabilité. Est-ce que chez Ventec, justement, vous avez déjà réévalué ou pondéré certains critères pour s'intéresser à des startups ? Alors il se trouve que Ventec, dans le passé, on a toujours fait très attention à l'approche de la rentabilité. Pas forcément, on n'investit pas que dans des sociétés rentables, bien évidemment, puisqu'on investit dans les sociétés en série A. Mais on a toujours fait très attention à ce que les modèles économiques soient viables et on a évité à tout prix les investissements dans ce qu'on appelle des marketing wars où il faut attendre d'être leader du marché avant de pouvoir dégager de la profitabilité. Donc la question ne s'est pas trop posée chez nous, très honnêtement. Après, je ne vais pas vous cacher qu'aujourd'hui, quand on reçoit un dossier de levée de fonds, le cash, on le regarde avec attention. Le besoin de financement, est-ce qu'il est bien mesuré pour traverser cette crise du financement ? C'est-à-dire, est-ce que la société lève suffisamment d'argent pour faire face aux besoins ? On le regarde aussi très attentivement. Donc le cash, c'est devenu vraiment, la gestion du cash est devenue vraiment un point d'attention très très fort, beaucoup plus fort que ça n'était avant. Ouais. Et pour revenir sur ton point, je pense que l'état du marché aujourd'hui, c'est que la plupart des sociétés, elles se retrouvent avec plus d'argent qu'elles n'avaient, plus de cash qu'elles n'avaient avant la crise, grâce aux aides d'État qui ont été vraiment incroyables. Par contre, on se retrouve avec des taux de croissance qui sont bien moindres que ce qui était anticipé, voire moindres que ceux de l'année dernière. Donc c'est aussi le nouvel état de l'art quelque part. Donc nous, les investisseurs, on doit déployer de l'argent. Donc de toute façon, on va comparer des sociétés qui... On discute alors, vu notre taux de croissance. Vous avez tous recruté au cours de la période. Xavier Zetoun, vous me disiez que chez ZenChef, vous avez déjà remis des développeurs en région. Est-ce que le confinement et la période de crise sanitaire, de manière générale, modifient déjà vos façons de recruter ? Oui, alors de recruter, oui, en partie, puisqu'on a une partie des entretiens maintenant qui se fait à distance. On essaie quand même d'avoir les entretiens finaux en physique, au bureau, même s'il y a peu de gens en ce moment au bureau, de temps en temps on organise ces entretiens. Donc oui, ça a transformé notre manière de recruter. Mais ce qui est surtout, le grand changement, c'est dans la manière d'onboarder, donc d'accueillir des nouveaux collaborateurs. Et donc là, la majorité des formations se fait à distance. Le planning d'accueil qui normalement est un enchaînement de réunions, de formations au bureau, là est complètement transformé. Là en ce moment on en a 2 et c'est vrai que c'est un peu déroutant et déstabilisant pour eux parce qu'ils ne connaissent pas la culture de la boîte. Il y a assez peu de gens au bureau. Eux ont le réflexe de venir tous les jours parce que les bureaux sont ouverts même si on encourage le télétravail et donc c'est vrai que on doit s'adapter et c'est une crainte pour nous qu'ils n'arrivent pas dans les premiers jours qui sont si critiques à vraiment sentir la culture de l'entreprise. Donc on fait beaucoup d'efforts et à s'intégrer parce que normalement il y avait des déjeuners tous les jours organisés. Faut innover pour remplacer tout ça. Donc ça pose des vraies questions sur l'engagement des collaborateurs. Et justement, Audrey Soussan, est-ce que le télétravail peut influencer sur la culture d'entreprise à long terme ? J'en suis persuadée. C'est-à-dire qu'effectivement, je pense que la start-up, c'est vraiment le moment, surtout là où Ventec investit en série A, c'est le moment où vraiment on commence à essayer de créer, trouver de la scalabilité, donc vraiment grandir, grandir les équipes du coup pour répondre aux besoins de développement de la société. Et c'est vraiment le moment où la culture d'entreprise est un peu mise en danger parce que créer une jolie culture d'entreprise sur 10 employés, c'est toujours plus facile que le faire sur 100. Et donc au moment des recrutements, pouvoir conserver cette culture d'entreprise, c'est vraiment la partie délicate et très compliquée. Et oui, je pense que c'est très difficile, cette culture d'entreprise, de la créer, de la construire. La maintenir aussi. Dans un contexte de télétravail. Ça nécessite vraiment des nouveaux modèles, des nouvelles, de mettre en place des nouveaux moyens qui n'ont pas été trop pensés jusqu'à aujourd'hui. Pour l'instant, Thomas Devineau, justement, en tant que spécialiste de mobilier de bureau, est-ce que vous pensez que le télétravail va redessiner la façon dont les entreprises
entreprises vont penser leur bureau? Nous, ce qu'on voit clairement, c'est à la fois qu'il y a eu une prise de conscience des entreprises d'un côté, des consommateurs. Ce que tu disais, directement le réflexe, c'est d'aller chercher en France maintenant et puis à l'autre bout du monde. Outre-Atlantique, quoi, exactement. Ce qui, effectivement, ça se confirme. Il y a à la fois, je pense qu'aujourd'hui, plus aucune boîte ne va dire non, nous, on ne fait pas de télétravail. Je pense que là, c'est impossible. C'est fini. Voilà, vous êtes obligé de faire du télétravail. Aujourd'hui, je pense que les entrepreneurs se rendent compte que on voit plusieurs entreprises qui testent le full remote, le 100% télétravail. C'est pas donné à tout le monde. Toutes les boîtes ne peuvent pas faire ça, c'est très particulier. Et je pense que les entreprises sont en train de se rendre compte qu'il y a un juste milieu à trouver en fait. Est-ce que c'est un jour, est-ce que c'est 2 jours de télétravail par semaine? Et sacraliser ou valoriser au maximum les moments où en fait, les gens se rencontrent dans les bureaux, dans les espaces qui est dédié. Et nous, on a clairement une carte à jouer dessus parce que la tendance lourde, c'est les entreprises diminuent les mètres carrés qu'elles ont en location dans leur bureau. Mais cet argent est transféré soit pour équiper les gens chez eux, soit pour réaménager ou réadapter les espaces. Donc aujourd'hui, à cause du Covid, bien sûr, sur les distanciations. Mais dans l'avenir, ce sera surtout pour en fait, vraiment avoir des espaces dédiés à rendre beaucoup plus efficaces les moments ensemble de réunion, de mémoire, création de mémoire ensemble, qui est hyper importante pour la culture d'entreprise et que le télétravail ne permet pas ou le visio ne permet pas. Donc si on en ajoute à ça l'envie de consommer mieux, local, d'avoir un impact positif sur l'environnement, normalement, pour nous, l'année prochaine devrait être une super année. Ouais. Et justement, en termes de perspective de croissance à moyen terme pour vous trois, qu'est-ce que le confinement et la crise sanitaire a changé? Thomas Devineau, du coup, peut-être en premier. Nous, à court terme, on a eu, comme vous l'avez dit en introduction, des gros projets européens ou d'autres projets en France qui se sont mis en pause, qui ont été mis au congélateur. Puis à partir de juin, ça commence un petit peu à revenir. Bon, classique en France, on a un passage à vide l'été. Mais là, on sent les projets qui arrivent sur les phases qui ont du mal à passer, mais qui arrivent enfin sur les phases de validation. Donc là, on a de nouveau des gros projets importants pour nous qui arrivent. Et on a eu ce relais de croissance qui était... on a essayé de sauver les meubles en faisant du séparateur, mais toujours avec cette optique de dire on est passé à faire du bois issu de forêts co-gérées en Europe à du plastique. Et notre philo, dès le départ, c'était de se dire ok, on va faire ce produit à s'adapter, mais on va aussi penser à la fin de vie de ces produits. Et donc on offre à nos clients la capacité de les recycler ou de les récupérer à la fin, pour éviter que dans 6 mois, 1 an, on l'espère, le plus tôt possible. Tout le monde les jette et qu'on on va sur la scène et qu'il y a des plastiques partout, comme ça est déjà le cas avec les gants ou les masques. Younes Lazrak, en termes de perspective de croissance? Sympathique. En fait, effectivement, nous avons répondu à ce besoin Covid. On l'a fait d'abord en utilisant des technologies classiques qui sont utilisées en médical pour les appliquer à l'environnement. Et puis surtout, nous avons internalisé de nouvelles briques technologiques que nous n'avions pas auparavant et qui viennent en fait sympathiquement compléter ce que nous avions dans notre pipeline, sur laquelle nous continuons à focaliser le maximum de nos efforts. Mais aujourd'hui, ça nous permet finalement d'adresser plus de pathologies, plus de besoins médicaux différents et de répondre à ces besoins médicaux à chaque fois en prenant la bonne brique technologique. Quelque part, nous sommes technologie agnostiques et nous prenons ce qui répond le mieux aux besoins. Et du coup, effectivement, par rapport à notre pipeline, ça nous permet d'ajouter un certain nombre de pathologies, un certain nombre de produits que nous développons en parallèle et qui donc peuvent nous laisser espérer, au-delà de ce court terme qui j'espère sera le plus court possible qui est lié au Covid-19, des réponses à des besoins médicaux que cette crise a dramatiquement mis en lumière. Il y a toujours besoin de diagnostiquer et traiter les gens. Xavier Zetoun, en termes de perspective de croissance? Alors, elles évoluent quasiment quotidiennement, mais c'est vrai que sur les conseils justement de nos investisseurs, pendant le confinement, on a fait un business plan de crise dans lequel on avait prévu de quasiment diviser par 2 les prévisions de cette année. Et en ne sachant pas comment allait se passer la reprise, en fait, il se trouve que depuis, on a vraiment un boom d'activité avec des restaurateurs qui ont vraiment pris conscience de l'importance du digital pendant cette période et une vraie accélération du business depuis le 2 juin de la réouverture des restaurants. Et on est en train de voir un rattrapage vraiment des pertes liées au confinement et même un business plan pour l'année prochaine qui va être supérieur à celui qu'on avait prévu initialement. Donc voilà, on est vraiment passé d'un scénario catastrophe à en réalité plutôt des une reprise extrêmement positive.
Et donc maintenant, c'est vrai qu'on vit toujours dans l'incertitude. Nous, dans notre secteur, on ne sait pas encore quel va être le taux de fermeture des restaurants dans les prochains mois. Il n'y a pas encore eu beaucoup de faillites, mais malheureusement, il risque d'y en avoir. Et donc, on doit quasiment réévaluer nos perspectives de croissance chaque mois jusqu'à la fin de l'année, même si dans l'ensemble, on voit quand même une tendance de fond qui existait déjà. La digitalisation des restaurants, c'est pas nouveau. Ça fait 10 ans que c'est en train d'arriver. Là, il y a une accélération et je pense que malgré les fermetures, il y aura quand même cette tendance qui va continuer à s'accélérer. Continuer à s'installer. Merci à vous quatre d'avoir été présents cet après-midi et merci à vous de nous avoir suivis tout au long de la journée. La rentrée de la tech continue dès demain en région avec un live à 10h30 depuis Lille sur tous nos réseaux sociaux et le site internet de la Tribune. L'appel à candidature de 10 000 startups saison 9 sera lancé le 14 septembre. À bientôt sur la Tribune. Merci. Merci. Merci beaucoup.